Monsieur Weidely, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous à la RPA de Bergerac-Saint-Jacques, qui a l'air pas mal. Vous êtes bien ici? Oui, ça me convient. Ça me convient. On est au moins protégé s'il nous arrive quelque chose. Si on tombe, donc je ne peux plus me relever. D'accord. Donc vous on avez peut choisi. Toujours appeler, on peut toujours appeler. Vous avez choisi d'être ici. Je l'ai choisi parce que j'ai dû vendre la maison parce que c'était trop grand pour moi. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va quand même essayer d'expliquer pourquoi on vient vous voir. C'est grâce à Gilles, un autre Gilles, qui vous connaît bien, qui habite ici aussi, et qui nous a appris. Alors, on est désolé parce que vous êtes à la fois un personnage célèbre et inconnu. Célèbre parce qu'en Suisse, vous avez beaucoup œuvré pour beaucoup de choses, et surtout vous avez une œuvre de traducteur, d'essayiste, d'auteur de théâtre assez importante et que beaucoup de Suisses connaissent sans doute, mais hélas nous ne sommes pas Suisses, et donc nous avons appris votre existence récemment, et Philippe et moi en tout cas avons lu, mais je crois que Gilles aussi sans doute, avons lu votre dernier livre, c'est le dernier, qui s'appelle donc La partie d'échecs. La partie d'échecs. Pas grand chose. Il a paru il y a 10 ans. Hein, c'est ça, il y a 10 ans. Et qui est au fond une autobiographie, votre autobiographie. Et voilà, la partie d'échecs, il n'est pas du tout question d'échecs dans cette affaire, mais c'est peut-être une métaphore un peu... Non, c'est un... Vous aurez remarqué peut-être que tous les projets qui s'emmanchaient bien à la dernière minute. Ouais. Et puis, on a quitté la Suisse en 1978. On projetait depuis longtemps d'aller habiter en Savoie, quelque part autour de Genève, parce que la vie y était meilleur marché. C'est ça. Et puis quand on a cherché aux alentours, on s'est aperçu que les prix avaient monté terriblement. Alors ma femme a cherché ailleurs et elle a vu que le sud-ouest était la région la meilleure marché. C'est ça, accessible. Oui. Alors c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Mais nous on est partis en se disant bon, on reviendra, et puis on ne s'est pas douté que quand on quittait, immédiatement le directeur, le responsable des émissions dramatiques de la télévision romande, les directeurs des théâtres ont changé, et puis d'autres gens qui se sont dépêchés de prendre la place. Donc le retour était... Ah, il était exclu très vite, exclu, ouais. parce que les prix en Suisse sont montés. Tout de suite après, 2 ans après, la personne qui nous avait acheté la maison nous a dit « Maintenant, on nous offre 1 million ». Et nous, on avait vendu 300 000. C'était impossible avec l'argent qu'on avait. Et puis ma femme l'a dépensé assez rapidement. Alors, on reparlera de Sainte-Innocence, probablement. Il se trouve qu'on aime beaucoup le vin qui s'appelle Sainte-Innocence. C'est un très bon vin qu'il y a là-bas. Je ne sais pas si c'est... Oui, je vois qui c'est. Oui, je vois. Mais je disais avec vous tout à l'heure que j'avais lu aussi une interview de vous il y a plus de 10 ans, donc 2005 je crois, qui s'intitule, en parlant de vous, Un passeur discret. Est-ce que ça vous va, cette façon de vous identifier? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est qui c'est qui a dit ça? Et ben donc c'est le monsieur Arnaud Renken, qui devait être un Suisse. Oui, c'est bien. Ça résume bien. Ça vous va? Et vous dites vous-même là-dedans d'ailleurs que, au fond, j'espère avoir aidé à créer des échanges. Voilà. C'est comme ça que vous terminez. Vous êtes toujours d'accord là-dessus, maintenant que vous revenez aussi sur votre propre vie? Oui, je pense... Je n'ai pas bien supporté le monde littéraire parce que c'est le calcul où tout le monde se cherche. Oui. Et puis la Suisse, c'était... Quand on écrit, c'est vraiment pas un endroit où on peut... parce que c'est coupé en petits cantons, et puis les cantons ont chacun leur... C'est ça. Mais vous restez citoyen suisse? Je suis resté citoyen suisse. Et vous continuez à voter, à participer aux nombreuses votations? Oui, je vote, mais je vote sans savoir de quoi il s'agit. Ah bon? Parce que maintenant, oui, je connais beaucoup mieux les problèmes en France qu'en Suisse.
mais je vote par devoir, pour ainsi dire. Ah d'accord. Alors, je me base un peu d'après les partis. Mais vous recevez quand même de la documentation. Ah, toujours, Oui, oui. oui, c'est ça. Toujours, oui, oui. Ouais, ok. Et alors, Paul, puisque vous venez de parler de parti, vous disiez à un moment donné que, enfin, vous avez passé une bonne partie de votre existence comme journaliste de gauche dans un journal de droite. Oui, C'est ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même, à un moment donné, il faut dire, c'était devenu tellement insupportable qu'on ne pouvait rien savoir de ce qui se passait au-delà du rideau de fer, que même le directeur à ce moment-là du journal, qui était professeur à l'université, qui était quelqu'un d'assez éveillé, il m'avait encouragé, je voulais faire un échange avec un journal polonais. Et là, il m'a encouragé, et en somme, il m'a un peu trop encouragé, là. Vous avez été... Oui, il m'a dit, allez-y, allez-y. Et puis lui-même, il a protesté au Parlement en disant, il faut, parce qu'on interdisait à Rostropovitch de jouer à Zurich. Il a dit, ça suffit maintenant. Ah oui, là Donc, on est dans les années 60. Voilà, on est dans les années 60, 70. C'est ça. Ouais. Alors à ce moment-là, les choses allaient très bien avec lui. Et puis quand j'ai écrit Le banquier sans visage, Oui. alors là, ça a été... Oui, là c'était trop. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi le banquier son visage a secoué la société genevoise? Oh, il a secoué tout le monde, c'est-à-dire il a secoué aussi bien les vieilles familles genevoises qui étaient choquées de l'image que je donnais de Necker. Il a choqué les banquiers, naturellement, puisque je montrais que Necker était un banquier. Il a choqué même les habitants d'un quartier qui était un quartier encore un peu ancien et qui était des petites gens. Mais il se disait, ah mais celui-là il a fait un article où il propose de retravailler ce quartier, etc. Enfin tout le monde s'est concentré. Qu'est-ce qui vous a pris? C'était un peu volontairement que vous avez un peu... Non, je ne m'attendais pas, je suis très naïf, parce que quand je suis venu en Dordogne, je croyais venir chez les bons sauvages, à Saint-Innocent. Oui, c'était... Oui, on va en reparler. On en parlera après. Oui, mais j'étais vraiment très naïf. D'abord, j'étais tellement préoccupé par la pièce, Ouais. puis c'était quand même pas mal, il y avait Villard qui venait C'est ça, jouer. c'est ça, c'est ça. Et puis, je me disais, ah, parlez toujours, parlez toujours. Donc, j'ai pas tellement mesuré, Vous j'étais aviez trop juste engagé. vous aviez un point de vue dramaturgique, mais au fond Voilà. pas tellement idéologique. Non. Voilà, c'est Non. ça. Bon, j'avais Bah, mon même si- idéologie était là. Même si vous marxisez beaucoup hein, dans les soirées, vous écrivez, on marxisait. Donc vous avez quand même un parcours d'homme communiste. Oui, pendant un bon moment. c'est simple, j'étais compagnon de route. Je n'étais pas Compagnon de route. J'ai jamais entré au parti, D'accord. mais c'était des compagnons, enfin des gens que je connaissais bien d'ailleurs, parce que c'est petit. Genève était à cette époque encore assez petite. D'accord. Il y avait peut-être 150 000 habitants. Oui. Mais j'étais très naïf parce que il faut dire que le journal était tellement content de mes pages littéraires, parce que ça faisait 4000, sur 12 000, ça faisait 4000 de plus D'accord. le jour où ça paraissait, le Le samedi. lecteur, oui, oui. Et vous voyez bien que c'était marché. un atout. Oui, bien sûr. Et Alors, oui, pardon, vas-y. juste pour terminer sur l'expression qu'a repris Gilles, qu'on retrouve dans votre interview homme de gauche dans un journal de droite. J'ai lu dans votre livre qu'au moment du travail que vous avez eu avec un psychiatre, un psychologue, un psychiatre, je pense, Oui. c'est lui qui vous a dit Elle. votre problème c'est que vous êtes un homme de gauche dans un journal de, Oui, de c'est droite. lui qui me l'a dit. Et donc, en gros, il vous disait, mais partez, c'est ça, quittez le journal, vous irez mieux, ou c'est ce Mais qu'il le veut dire journal, j'y suis entré presque à contre-cœur, parce qu'immédiatement les petits camarades ont dit « Comment tu vas là-dedans ?» Et puis je me suis dit, je travaillais, alors j'étais dans une cave à trier des petits carnets de timbres de la coopérative. Le patron me tapait sur la tête, parce que j'étais distrait. Je me suis dit, ah, enfin un travail. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Dites-moi, si je ne me trompe pas, vous êtes né en 27. Oui. Et vous ne parlez pas du tout, en tant que tel, de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui, parce que ça n'est que la période, c'est la période où j'ai rencontré ma femme et jusqu'à sa mort. C'est ça? Avant, il s'est passé pas mal de choses, Oui. et puis après, il y a encore eu 20 ans. Ouais. Donc, Mais ça n'est c'est une partie de ma vie. en quelques mots, votre situation pendant la guerre était comment en Suisse? Alors, ma mère était allemande, Oui.
elle essayait de se faire accepter voilà, en parlant de suisse-allemand, qui est une autre langue finalement. Et moi j'avais une grande admiration parce que quand j'allais en vacances là-bas, je voyais les drapeaux et tout ça. Là aussi je trouvais que c'était sympathique. Quand je suis rentré en 1938, je crois, le maître me dit faites tous une composition sur vos vacances. Alors j'ai raconté, il y avait la fête des fleurs, etc. Et il m'a appelé Hitler, ça me semble bizarre, il était socialiste. Ah oui, carrément, vous aviez 12 ans. Oui, j'avais 12 ans, oui, c'est vrai, 11 ans. Alors il m'appelait Hitler et je trouvais ça choquant. Oui. Je me sentais plus allemand que ma mère ne le montrait. D'accord. Après, plus tard, quand je l'ai revu à ce moment-là, elle disait Hitler avait bien raison, ce qu'elle n'avait jamais dit à l'époque. Ah bon, D'accord. Mais ça m'a assez vite, quand j'ai été... Dès que l'Allemagne a perdu la guerre, ça a été d'abord une épreuve, parce que je continue à suivre sur les... Je me disais quand même, ça finit mal. Mais ça a été un choc. Hein. Mon camarade a chopé la même maladie qui était assis à côté de moi. On a eu une maladie de la peau. Et ensuite, j'ai découvert le surréalisme tout de suite en allant à la bibliothèque du musée des Beaux-Arts. Là, j'ai découvert une revue qui était très intéressante, qui était publiée à Genève d'ailleurs. Et là, j'ai découvert le surréalisme, c'était l'enthousiasme. Et puis j'ai oublié tout ce qui est avant. Et puis après, je suis tombé à l'université. Je suis tombé sur des réfugiés qui venaient de Yougoslavie ou de Roumanie. Et ceux-là me disaient, je sentais ils étaient du bord où j'avais été avant. Mais à ce moment-là, on a vu, il y avait un ancien ministre de l'aviation qui est venu me faire une conférence. Alors à ce moment-là, ils m'ont dit, ah, il faut que vous prépariez quelque chose. Ils m'ont dit 2 heures avant, 1 heure avant. Je ne savais même pas qui c'était. Et puis là, j'ai trouvé sympathique, il m'est rentré dedans. Et puis c'est là que j'ai changé. D'accord. J'ai encore pas mal changé ensuite. Oui, enfin, votre expérience allemande, suisse, a été pour quelque chose quand même dans votre fabrique d'opinion. Ça, c'est certain. Oui. Bon, avant, peut-être qu'on abordera l'aspect traduction après, mais parce que là, on vient de faire du journalisme, donc oui, on peut passer à la traduction. Je voulais juste continuer sur le... Parce que du coup, on terminera par Sainte-Innocence. Ouais, on voit, voilà, ce qu'on n'a pas lu dans le livre, ce que vous venez de nous raconter, votre engagement, enfin, vous étiez compagnon de route communiste, et puis vous finissez par vous convertir au catholicisme il y a maintenant 20 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. Ça fait plus que ça. Donc c'est plus qu'une partie d'échec. Non, mais c'est une chose qui m'avait préoccupé déjà enfant, donc j'avais toujours... Et vous étiez votre famille était protestante? Mes parents, ma mère était luthérienne, mon père était zwinglien. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, mais ils n'étaient pas du tout, ils ne pratiquaient pas du tout. Ils m'ont envoyé comme ça pour que je puisse choisir ensuite. Alors, il faut dire que depuis très jeune, j'étais attiré par le catholicisme, mais en même temps, à un moment donné, c'est devenu plus... Par la religion de façon générale ou par le catholicisme par rapport au protestantisme? Le catholicisme. Le catholicisme, d'accord. Oui. Parce que les camarades catholiques sentaient qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Nous, c'était assez plat. Non, c'est vrai. Trop austère. Hein? Trop austère, peut-être? Oui, pas austère, mais oui, austère, oui, parce que l'église était quand même un endroit où il n'y avait rien. C'était. Et puis à Genève. Ça aurait pu être un club aussi. Et là, il y avait beaucoup plus. C'était surtout la liturgie qui m'intéressait. Et puis au fond, vous savez, je me suis beaucoup trompé dans la vie. Vous avez été aspiré par plein de trucs, et puis pas forcément pour les garder, quoi. Mais c'était votre conversion, votre intérêt pour un certain mysticisme, c'est ici que vous l'avez fait. C'est en travaillant sur les monastères, le monachisme. C'est à Sainte-Innocence que c'est arrivé. Les monastères, oui, c'était ici, parce que j'ai vu cette petite église
D'abord, il parlait français. Je ne m'attendais pas du tout, parce que moi, je n'allais pas à l'église pour aller suivre les messes et ces choses-là, à Genève. Donc, je vois tout à coup qu'on ne parlait plus le latin. Ah oui, je voyais 2, 3 filles qui chantaient. Vous racontez ça, oui. Voilà. Vous êtes très déçus. Oui, je me disais, il faut faire quelque chose de ce village. Maintenant, il n'y a plus personne. Ils ont refait, pour protéger l'ancienne maison, ils ont refait l'église magnifiquement, mais il n'y a plus rien qui se passe dedans. C'est ça, c'est ça. Plus personne, il y a encore quelques personnes d'Aimais qui venaient à une messe une fois par année, et puis maintenant, il n'y a plus rien. Là aussi, je me suis trompé. Type qui s'est trompé, c'est pas mal quand même. Oui, mais c'est pas mal d'avoir fait un peu explorer tout ça. Oui, oui, bien sûr. Vous avez été critique littéraire, auteur, dramaturge et puis traducteur, donc ça fait quand même beaucoup de choses. Hein. Oui. Et parmi les traductions que vous avez effectuées, c'est pas le premier, mais Robert Walser, qui vous a visiblement énormément marqué. Oui, D'ailleurs, j'ai lu c'est pas dans votre livre, c'est dans l'article, c'est lui qui vous a ouvert les yeux sur le communisme, je crois. Oui, c'est vrai, voilà. oui, c'est juste. Oui. Donc ça, c'était ma première question. Donc, en quoi Walser a révélé quelque chose sur le... Bon, à part les événements qui sont déroulés à l'Est, mais en quoi Walser vous a en fait éclairé sur votre erreur de compagnonnage? Parce que il avait lui-même il avait cru dans sa jeunesse au socialisme, pas au communisme, au socialisme. C'était avant 1917. Et je sentais que cet homme cherchait autre chose que le communisme. Et ça m'intéressait. Il me montrait pas seulement l'absurdité ou pas l'absurdité, il montrait que le communisme ne pouvait pas satisfaire quelqu'un qui désirait ce que je désirais, mais il montrait aussi que beaucoup d'autres choses n'étaient pas... Je suis beaucoup plus près de lui maintenant, après toute cette traversée. Il montrait que c'est pas du tout que je méprise ni le catholicisme, ni tout ça. Je sais que le catholicisme semble bien fini maintenant, pour un bon moment. Le communisme aussi. D'ailleurs, les jugements qu'on porte sur le communisme, je ne suis pas d'accord toujours. Parce qu'on peut bien dire Staline, etc. Mais c'est toute la société russe qui tendait vers un idéal absolument fou qui était de créer un nouvel homme. Donc, ils étaient tous tendus vers ça. Et ils n'étaient pas si malheureux que ça. Ils n'avaient rien connu avant de mieux. Et quelques millions de morts. Oui, naturellement. Oui, naturellement. Mais même quand je vois, parce que maintenant j'ai beaucoup étudié parce que je m'intéresse à cette période. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé en Pologne, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, dans votre livre, vous dites que vous êtes fait moquer par des Polonaises, parce que vous croyez encore à ce que dit Marx, alors qu'elles ne croyaient plus du tout. Mais ça, il faut voir, c'est des moments où les peuples veulent quelque chose, et puis ça a mal tourné. Mais s'ils n'avaient pas essayé, maintenant, on sait qu'une révolution, ça va être tragique, parce que ceux qui sont en bonne place, ils ne laisseront pas installer la révolution. Quand on voit l'histoire de la révolution russe, à un moment donné, il n'y avait plus que Saint-Pétersbourg et Moscou, et tout le reste était reconquis par les officiers de droite. Je pense, on sait maintenant qu'une révolution, ce sera dur. Si on fait une révolution, ce sera dur. Ouais. Et ceux qui l'ont faite ne le pensaient pas. Si c'est remplacé par des émeutes et des révoltes, c'est pas beaucoup mieux. Non, non, c'est vrai. Moi j'ai juste un petit truc sur la télé, parce que j'ai relevé dans votre livre, vous parlez de la télévision, et vous dites, alors c'est la page 31, je ne sais pas à quelle époque on est, mais je crois que c'est au début de votre, votre carrière. Vous dites, la télé c'est le gros plan, l'intimité violée
la vision serrée d'un conflit où l'on s'efforce d'arracher à l'autre un secret. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je l'avais... Alors, je vois bien le gros plan, l'intimité violée, du coup, excusez-nous, parce que c'est exactement ce qu'on fait ici. Mais on fait pas de gros oui, plan. oui, oui, oui. On fait pas de gros plan. Hein. Mais je vois pas bien ce que vous voulez dire par la vision serrée d'un conflit où l'on s'efforce d'arracher à l'autre un secret. Ah, oui, c'est l'intimité violée, c'est la même chose. L'intimité violée, c'est un peu la même idée, c'est ça. Oui, comme journaliste, oui, parce que moi je pense que quand Bon, alors, simplement, je voulais vous rassurer, rassurez-vous, on ne va pas vous arracher un secret. il n'y a plus grand-chose à arracher. Tout est dans le livre, presque, je pense. Bon, alors on en vient à la traduction. Vous avez parlé de traduction. Indirectement par Walser, mais on va peut-être... je voulais juste, avant qu'on parle de votre travail de traducteur, terminer sur Walser, qui a connu quand même un épisode, enfin il a été interné, je crois, à 2 reprises. Oh oui, il a été interné pour la fin, les 20 dernières années de sa vie. D'accord. Il a fini comme d'autres, en marchant dans la neige. Dans la neige, hein, c'est ça. Oui, non, oui, c'est vrai. Pardon. Et est-ce que du coup, à part l'intérêt de l'écriture de Walser, est-ce que vous pensez que son passage par un hôpital psychiatrique que vous aussi vous avez vécu, est-ce que ce qu'il a écrit, ça Oui, mais ça a été la révélation. C'est là que j'ai appris que j'ai réalisé tout à coup qu'on était mortel. D'accord. Avant, je ne m'y pensais pas. Vous ne le saviez pas. Vous étiez très naïf. Ah merde, je suis mortel. Oui, mais c'était un peu ça. Parce que j'avais vu que j'étais plus capable de rien faire. Oui, c'est ça. J'étais à la merci d'un médecin. Alors, je ne sais pas si c'est toujours attribuable à votre naïveté, mais vous dites et vous revendiquez le fait que vous ne lisez jamais un livre avant de le traduire. Oui, ça c'est vrai. Les livres dont vous êtes chargé. Oui, ça je fais toujours. Ouais. Comme ça, je refais le chemin de l'auteur. Je vois les moments où ça faiblit un peu son inspiration. Vous continuez actuellement à traduire? Oui, je traduis un livre. Je ne vais pas vous donner le titre parce que je sais que déjà plusieurs fois, on me chope ensuite. Ah d'accord. Et puis personne ne le connaît. Je crois que personne ne le connaît en France maintenant. D'accord. Mais c'est une activité qui vous intéresse toujours? Ah, ça, tout à coup, en étudiant, parce que j'ai vraiment étudié beaucoup la vie soviétique de l'époque de Staline, j'ai découvert, c'est l'exposition rouge qui m'a fait découvrir. Voilà. Tu l'as vu, je crois. Au Grand Palais. C'est là que j'ai trouvé. Mais ça n'existe que, c'est que les Allemands qui s'y sont intéressés très tôt. Le livre est paru en 1932 à Moscou. En 1934, il sortait en 1930, pardon. En 1930, il est sorti à Moscou. En 1932, il est sorti à Berlin. Donc, je ne vais pas le nommer parce que ça m'embêterait maintenant que je me suis lancé là-dedans. Mais j'avais plus traduit depuis longtemps. D'accord. Mais je craignais un peu parce que j'avais plus la mémoire. C'est vrai que quand je m'y suis trouvé, ça a été un peu difficile. Puis maintenant, ça marche bien. J'ai retrouvé tous les... D'accord. Mais cette démarche que citait Gilles est un peu singulière, étonnante. Là, il y a beaucoup de traducteurs qui, au contraire, lisent les auteurs et disent bon, ça va être, j'ai besoin de traduire ce livre, ça va être cet auteur. Est-ce que vous êtes un des rares de votre espèce à faire comme ça, c'est-à-dire à ne pas lire le livre et à traduire au fur et à mesure? Non, mais avant, j'ai quand même appris sur l'auteur, j'ai quand même lu quelque chose de lui. D'accord. J'ai peut-être parcouru rapidement quelques pages du livre, et puis ça m'a plu. Mais c'est pas moi qui ai choisi Walser, c'est un vieux monsieur qui avait pour 10 ans les droits des œuvres de Walser, qui m'a dit, qui avait sorti ses livres, et personne n'y avait remarqué, à part une ou deux personnes, et il me l'apporte et il me dit, est-ce que vous feriez un article dans le journal? C'est là que j'ai lu le livre, là, pour Walser, j'avais lu le livre une première fois rapidement. Mais enfin, ce qui vous décide à traduire, finalement, c'est-à-dire à vraiment travailler dessus, pas seulement à faire un article en passant, c'est votre propre intérêt pour les livres en question. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on m'a aussi donné des livres qui ne m'intéressaient pas tellement. Ah oui? Des commandes. C'était des commandes, c'est ça? Pardon? C'était une commande.
On vous commandait une traduction Mais en général, c'était Il travaille souvent sur commande. Hein. Dürrenmatt, c'est le responsable des traductions d'Albin Michel qui m'a proposé. Je répondais parce que il faut vous dire que quand j'ai quitté Genève, avant je gagnais pas trop mal la vie à Genève, mais j'ai senti que ça commençait à se tendre. Ouais. Mais c'est toujours, quand je suis venu en Dordogne, je me suis dit, quand je finissais un travail, quand j'arrivais au bout, je me disais, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et puis là, il y avait comme par hasard quelqu'un qui me téléphonait. Oui, c'est bien enchaîné, ouais. oui, vous le dites. Donc là, j'ai dû faire ce qu'on me proposait. Ouais. Alors, maintenant, je peux faire ça parce que j'ai envie, je peux aussi ne pas le faire. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a une anecdote assez rigolote d'ailleurs, je crois qu'il y a un salon, je ne sais plus à quelle époque, où il y a une dame qui vient vous voir, qui vous a pris pour Walser lui-même. Oui. Vous pouvez nous raconter cette anecdote? Ah oui, c'était la vente quand le livre est sorti, parce que là, l'éditeur a été sympathique, parce que moi, il faut dire que Walser avait un langage où il mêlait au bon allemand des termes de patois suisse-allemand. Et moi, je voulais essayer de voir si je pouvais faire. Alors, c'était pas au même endroit que je le faisais, mais un peu plus loin. D'accord. Voilà. Et attendez, moi, posé la question. Sur le salon où il y a une femme. Quelqu'un vous a pris pour Walser. Quand le livre est enfin sorti, alors il m'a toujours laissé, il a eu tout le staff des correcteurs qui lui ont dit merci, c'est dégoûtant, on ne peut pas publier ça. Et il a dit non, j'accepte, il m'a convaincu. Et puis, enfin là, c'était un livre quand même assez spécial, puisque Paris a éprouvé le besoin de faire une autre traduction. Oui. Mais il y a un psychiatre français qui a préféré celle-là. Ça veut rien dire. D'accord. Et alors, quand le livre est paru, je me suis trouvé avec d'autres gens. Ce même éditeur avait une collection où on ressortait des anciennes œuvres suisses. Et il y avait notamment Chesset, il y avait plusieurs célébrités du moment. Moi, je savais déjà que j'allais filer. Et on est assis là, et puis moi, je suis à une table. Et puis, personne n'est venu vers moi, tout le monde se levait vers comment il s'appelle déjà, Chesset, Oui. et vers d'autres aussi. Il y avait aussi d'autres gens célèbres. Et puis après un long moment, il y a un ami que je connaissais qui est venu s'asseoir avec moi, avec sa femme vers moi, on a un peu bavardé, et arrive cette bonne dame qui dit, vous savez, c'était manifestement une paysanne avec un accent vaudois assez prononcé, elle me dit, vous savez, ce Chesset, il m'énerve, ils sont tous là à le flatter. Je vais vous acheter votre livre. Je lui ai dit, mais c'est pas mon livre. C'est comme ça. Elle n'a jamais compris que j'avais traduit. C'était un peu le vôtre. L'autre auteur dont vous parlez aussi en manifestant votre intérêt, c'est Dürrenmatt. Oui, alors là, j'avais découvert à l'université. J'avais découvert parce qu'une jeune étudiante en qui j'étais assez amoureux, comme on peut l'être quand on est étudiant, mais cette jeune personne m'a donné un livre qui avait été remis à son père parce qu'il avait publié le premier livre de Dürrenmatt. C'est comme ça que je me suis intéressé à lui. D'accord. Il était sympa comme type? Il était archi sympa, mais j'ai jamais... Il m'a dit, il faudrait qu'on se voit plus souvent. Ouais. Et puis après, je supportais que je parte en France. Et alors, je sentais qu'au fond, il s'intéressait qu'à lui-même. D'accord. Et puis, moi, je m'intéressais à ce qu'il écrivait. Et puis, il essayait un peu de me bluffer, mais enfin bon, je laissais parler. Mais j'ai jamais beaucoup livré de moi-même à lui, il aurait bien aimé savoir. D'accord. Et à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui est apparu dans sa vie, et puis après, il a surtout perdu sa femme et tout a changé. Et à un moment donné, il m'a dit, oui, mais maintenant, parce qu'il m'avait dit, avant il avait eu un type qui avait le droit universel de ses œuvres, il m'avait donné aussi. Il m'a dit, non, ça je ne peux plus te donner parce que j'ai là fait un livre sur des savants et j'ai une collaboratrice scientifique qui va le traduire. Bon, c'est bien. Alors j'ai compris que ça commençait à tourner. Et puis quand je lui ai dit que je partais en France, c'était pas tout.
Bon, alors hélas, nous n'avons pas eu le temps, mais on se promet de le faire, d'aller à Sainte-Innocence pour voir exactement le prieuré. Il n'y a plus grand-chose à voir parce que ça vont tellement pousser. Oui, sans doute. Et bon, alors d'abord, on voudrait s'excuser. On n'est pas périgourdin de souche, comme on dit, mais oui, ça fait quand même 40 ans qu'on habite là. oui, moi aussi. Voilà. Et alors, bon, bah écoutez, excusez la Dordogne, parce que bon, je crois que la Dordogne s'est excusée auprès de vous à la fin. Oui, c'est juste. Les gens vous ont dit, Enfin, on vous a fait des misères. Mais il a fallu bien que je me batte pour ça. Et donc voilà, mais enfin ça s'est pas très bien passé, malgré votre grand amour de ce lieu qui Oui, vous a séduit. Tout mais il ça. faut dire que quand ma femme est morte, Alors peut-être, oui, c'est votre femme qui... oui, c'est ma femme, oui, mais là-bas. à un moment où elle avait déjà la maladie, mais je ne savais pas. Et c'est elle qui a trouvé ce lieu. Oui, c'est elle qui l'a trouvé. Ouais. Et qu'il a admirablement, elle a admirablement meublé avec ce qu'on avait trouvé à Genève. C'est ça. Mais une fois qu'elle est morte, j'ai continué à traduire. À ce moment-là, je ne travaillais plus pour le dictionnaire historique de la Suisse. Et puis, jusqu'au moment où j'ai senti que je ne pouvais plus rester dans cette maison. Qui était énorme, oui, qui était grande. Oui, puis qui était grande, puis je n'y étais plus. J'étais dans la cuisine. L'oiseau était à la cuisine, et puis moi, j'étais en haut, dans ma chambre. Donc, peu à peu, elle ne m'a plus tellement intéressé, la maison. Ça m'a intéressé parce que il y avait Mousse, et puis elle avait 60 ans, mais elle a commencé à faire le jardin, les gens se sont foutus de nous, mais elle a fait un magnifique jardin potager. C'est ça. Elle a encore pu le faire 3-4 ans, puis après elle a pu... Alors, évidemment, il y a une métaphore incontournable, c'est que Sainte-Innocence n'est pas du tout le lieu de l'innocence. Maintenant, ça n'existe plus, la commune de Sainte-Innocence. Ah bon? Parce qu'il y a 3 communes. Ah, Et ça a été mangé par... il y a 3 communes qui ont fusionné, Ah, et elles s'appellent les 2 communes voisines, et il y a les 3 Sigolès. noms. Il y a les 3 noms. Il y a Saint-Julien, et puis l'autre, je ne sais plus ce que c'était. C'est la commune de Saint-Julien, Innocence et un 3e. c'est une communauté de communes, quoi. Voilà, une communauté de communes. D'accord. Et c'est plus que ça, il y a encore les 3 conseillers municipaux qui se réunissent cette année, et l'année prochaine, il n'y aura plus qu'un conseil municipal. D'accord. Et vous continuez à suivre un petit peu la vie de... Non. Vous n'êtes jamais retourné au prieuré depuis... Non, je sais ce qui s'y Vous passe. savez ce qui s'y... D'accord. Parce que vous connaissez M. Blaquière, il a dirigé la CAP de Montbazillac. Ah oui. Et Sa femme était prof au lycée. c'est à son fils à lui et à son fils que j'ai vendu. Ah ok, d'accord. D'accord. Je l'ai vendu au prix. Je l'ai vendu au prix de la dette qu'on avait contractée C'est ça, pour oui, pouvoir. oui. Donc j'ai pas vendu cher, Ouais. mais j'étais content de la vendre parce que je connaissais personne. On s'était complètement enfermé là-dedans, je connaissais personne. On a bien vu des drôles de personnages qui. Il y avait notamment une actrice, une ancienne actrice qui était de Bergerac. On s'est enfermé dans cette maison, et puis on a été enfermé par les autres complètement. Est-ce que vous avez essayé ou est-ce que vous avez la nationalité française? Non, j'ai pas voulu parce que je comprends pas pourquoi on a le droit de voter dans 2 pays. Ouais. Mais Mousse non plus, elle n'a pas demandé. Non, elle était italienne, elle Ouais. est devenue suisse. Ouais. Et donc, on est resté. Bon, puis elle ne s'intéressait pas tellement à la politique, mais on est resté suisse parce que au début, on se disait peut-être qu'un jour on trouvera l'occasion de rentrer, puis après on s'est rendu compte que c'était plus possible. Mais du coup, votre statut ne vous obligeait pas à faire des papiers régulièrement ou je sais pas quoi? Oui, je devais, mais j'ai oublié complètement. J'ai oublié de renouveler ma carte de séjour, et quand j'ai téléphoné, que j'arrivais presque au bout Oui. de ma carte, j'ai dit, je ne l'ai pas renouvelé de la carte que j'aurais dû avoir. Ah. J'ai téléphoné à la mairie et le bonhomme m'a dit, mais maintenant ça n'est plus important, puisque vous êtes suisse, et la Suisse est considérée par les traités bilatéraux comme faisant partie de l'Europe. Ah, Oui. ça dépend de quelle Europe on parle. Voilà. Mais enfin, Pas de l'Union européenne. non, pas de l'Union, mais quand même, elle a les privilèges, puisqu'elle a fait beaucoup Ouais, de... je pense. Oui. Alors, les patrons vous êtes un les patrons immigré. ne demanderaient pas mieux en Suisse. Vous êtes un immigré irrégulier finalement. Hein.
Non, je ne suis pas irrégulier puisque c'est lui qui m'a dit, il m'a dit, si vous êtes sûr de votre nationalité suisse, vous n'avez pas besoin de renouveler votre document. Quand je vais à la mairie, on me renouvelle en regardant ma carte et personne ne demande. Ok, d'accord. Maintenant, ça me serait un peu difficile parce que je ne marche plus très bien, enfin, l'équilibre n'est plus très bon. S'il fallait aller attendre pendant 1 heure. D'accord. Bien. Vous êtes très gentil. J'ai quand même déjà vu quelques-unes de vos émissions, celles que Gilles m'a montrées. Je trouvais intéressant, j'ai surtout trouvé que la dernière, là où vous interrogez, Christine, vous interrogez Gilles, je trouve qu'il y a déjà un progrès certain, parce que pendant qu'il parle, sans que ça détourne de ce qu'il dit, vous montrez comment les autres sont bien en train de bouffer, et ça c'est pas mal. Ça c'est le montage, c'est le monteur. Votre montage est intéressant parce que personne n'ose faire ça. Gilles, tu voulais peut-être ajouter quelque chose d'ailleurs, non? Je ne sais pas, j'ai rencontré Walter ici. Vous êtes des voisins. Ouais, à Berne, nous sommes voisins et amis à présent. Oui, depuis 1 année, parce que lui est arrivé il n'y a qu'une année. Nous sommes intéressés autour du verbe, on a eu des grandes discussions sur Louis-Ferdinand Céline. Je me sens assez proche de lui. Voilà, on est assez bien proches. Que je n'ai pas son courage. Mais certainement que si nous sommes proches, c'est parce que Walter est une personne, comme vous aurez pu le constater durant votre interview, que dès qu'on essaye de lui mettre la main sur ici, il est parti là. Et je suis comme lui, on se retrouve comme bien tout le sur monde. Et en plus, nous avons des discussions intéressantes. Non, parce que là, il y avait quelqu'un qui était... Il y avait un juge qui est l'auteur d'une loi qui a été votée pour les enfants des immigrés, qui ne permet pas de les ficher dehors. Mais ce juge a presque mon âge et peut-être même un peu plus, je ne sais pas. Mais lui, maintenant, il a dû aller dans une EHPAD. D'accord. Il était à la RPA, ce juge, c'est ça? Il était là, mais c'était un autre de marque. Mais c'était un juge, et par exemple sa femme, elle suivait. Ah d'accord. Alors, j'étais pas tellement d'accord avec ça, mais enfin... Moi, on a le temps d'une dernière question, enfin une question, c'est vague. Oui. Mais moi j'ai 20 ans de moins que vous. Attends, donc vous avez 70. C'est ça. Mais c'est de la jeunesse. N'est-ce pas? Non, c'est de la jeunesse, parce que je sais non, mais que justement, je parle à l'auguste vieillard que vous êtes. Qu'est-ce que... je ne sais pas comment dire, votre longévité vous paraît raisonnable? Non, elle n'est pas raisonnable. Non, je pensais que... Évidemment, vous avez perdu votre femme, donc ça c'est un grand malheur. Oui, ça a été quelque chose de... Oui. Et puis... Et surtout qu'elle a été... Je dois dire que j'ai accepté ma mort. Oui. Ça m'est assez indifférent. Maintenant que je traduis ça, j'espère que j'aurai le temps de finir. Oui. Parce que je sais qu'on arrive jusqu'à 93, au mieux. Après, il y a encore quelques gars très rares qui arrivent jusqu'à 99, 100. Oui, mais c'est très rare. Oui. À 93, je vois dans le monde les gens meurent. Mais ça m'est complètement égal. D'accord. J'ai fait mon temps. Je pense pas que... J'ai pas honte de mon temps. D'accord. Vous pensez que la vie n'a pas été injuste avec vous? Non. En même temps, chaque fois que nous discutons, ce qui est très intéressant, c'est que Walter, il est au présent. Il est toujours dans l'actualité. Il est toujours en train de travailler. Et il est bien là. Il est très présent, beaucoup plus que ça m'étonne un peu moi-même. Ça m'étonne. Oui. Votre intérêt pour le monde. Mais il faut dire que la vieillesse n'est pas une chose très drôle. Hein, j'imagine. Voilà, mais je vois, le soir, souvent, quand j'ai fini le travail, la nuit, je ne dors pas bien. Là, je vois beaucoup de choses noires. Ah. Mais le matin, quand j'ai ouvert mes trucs, ça commence. Secouer tout ça, marche, voilà, ça tombe. C'est reparti bien. Quand je suis dans le travail, ça marche. Je n'arrive pas à boire un café. Parce qu'on ne peut pas attendre sa mort, c'est ni un métier ni rien. D'accord, d'accord. Et si on attend sa mort, on finit par se fâcher parce qu'elle n'arrive pas. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. C'est une très belle fin. Et on va en profiter pour filmer notre amie Colombine. Ah oui. Votre Colombine. Ah oui, allez-y.